barbares, en fait, du temps de l'Empire romain, comme les Wisigoths, quand ils ont conquis Rome en 410, ils étaient attirés par l'or, des tas d'or. Ils ont pillé Rome pendant 3 jours pour piquer tout l'or. Et aujourd'hui, les néo-barbares, ce qui les attire, c'est les rentes. C'est plus les tas d'or, c'est les rentes. Et donc le barbare qui a attaqué l'ami d'Olivier, eh bien c'est un barbare qui vise les rentes. Et justement, Bernard Michel tout à l'heure mentionnait, et il a bien raison avec l'actualité, Uber et Airbnb. Il est évident que Uber est un barbare pour les transports, comme Blablacar d'ailleurs, et que Airbnb est un barbare pour l'hôtellerie. Donc ce genre effectivement de barbare, on entend beaucoup parler aujourd'hui d'Uber et d'Airbnb, mais en fait, si on ne se rend pas compte, il y en a dans tous les domaines. Et j'ai réfléchi un peu. Moi, je ne suis pas un spécialiste du tout de l'immobilier, mais j'ai réfléchi. Et je suis intéressé aussi que Bernard Michel ait mentionné bureau à partager, parce que moi j'ai réfléchi comme ça. Je dis Airbnb existe, ça devient massif, ça fait peur à tout le monde dans le secteur, c'est un barbare qui a réussi. Quels sont les prochains barbares pour l'immobilier? J'ai recherché un peu, je suis tombé sur une start-up californienne que vous connaissez certainement, qui s'appelle DeskShare. Et DeskShare propose effectivement des bureaux. Et ils font la même chose qu'Airbnb, c'est-à-dire que des entreprises qui ont des bureaux avec ne serait-ce qu'une place en trop peuvent la louer pour 1 heure, une journée, la salle de réunion aussi, tout un espace s'il le faut, pour le mois, l'heure, la journée, la demi-journée, etc. Donc j'ai fait ma petite recherche. Je me suis présenté, je suis à Paris, je cherche une salle de réunion, etc. Et ils m'ont fait 80 offres. Bon, 80 offres, c'est rien du tout. Il y a 50 000 chambres Airbnb, 80 000 avec les autres. Oui, mais c'est le début. C'est le tout début. Vous voyez, 80, c'est rien, mais à un moment, il n'y avait que 80 chambres Airbnb à louer à Paris. Et puis l'étape suivante, je me suis réfléchi, c'est quoi? Alors, effectivement, bureau à partager, c'est une start-up française qui ça traduit un DeskShare, bureau à partager, qui ont vu le modèle et qui essaient évidemment eux aussi de développer un business là-dessus. Et puis l'étape suivante, c'est Storefront. Storefront, c'est, vous voulez un magasin temporaire. Et vous, alors là, pareil, j'ai découvert ça, je vais sur leur site et je demande Paris, je veux louer, alors j'ai dit, je veux entre 1 000 et 3 000 euros. Je veux louer pendant 6 jours un magasin de plein pied, qui soit donc au rez-de-chaussée, dans une rue, ça, je donne ça. Ils m'ont fait 4 offres, dont la plus intéressante, c'était Avenue Parmentier, et c'était un magasin de vaporettes qui donnait toute sa clientèle. Et voilà, on a une clientèle majoritairement féminine, de tel âge, etc. Et tout le descriptif des gens qui viennent dans le magasin. Et maintenant, pour 6 jours, vous pouvez louer le magasin, etc. Ouais. Par exemple, pour mon épouse qui avait une société de bijoux, il reste un stock de bijoux, on pourrait louer ça et s'installer, puisqu'il y a une clientèle féminine majoritaire dans ce magasin. Il y a eu 4 offres, mais c'est pareil, c'est le début. Ouais, c'est 84, c'est rien, c'est infinitésimal. Mais c'est le genre de choses qu'il faut surveiller. Parce que les barbares, au début, il y avait une toute petite horde de barbares, et les Romains ils rigolaient, et puis un jour, ils ont conquis Rome, et basta. Et c'était fini. Alors, au-delà de votre secteur, si on regarde un petit peu, par exemple, on n'est pas loin ici de l'école 42. L'école 42, c'est un barbare de l'éducation, créé par Xavier Niel avec l'idée de, vous savez, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de diplôme. Pas de diplôme, pas de programme, pas de professeur. On fait quoi? Les élèves, ils sont là avec des coachs. Les professeurs sont devenus coachs. Tu t'intéresses à quoi dans la vie? Tu as envie de faire quoi? Bon, écoute, moi, je te donne des idées, mais c'est à toi de choisir. Alors, ramène-moi une idée, un projet, puis après, je vais t'encadrer pour développer ton projet. Vous voyez? Et Xavier Niel prétend, il a investi 50 millions d'euros là-dedans, il prétend qu'il va former autant de gens importants pour les nouvelles technologies en France que tout le système éducatif français réuni qui coûte, comme vous savez, des centaines de milliards d'euros. C'est ça. C'est ça les barbares, vous voyez. C'est ça le modèle disruptif. Quand Olivier parlait de la disruption, c'est ça. C'est arriver avec un modèle complètement différent du modèle classique, et attaquer le marché et très rapidement, ou assez, ça peut prendre un certain temps aussi, parce que le marché résiste. Regardez la résistance des taxis face à Uber, évidemment. Mais très rapidement, on se rend compte qu'on a affaire à un nouveau modèle qui, effectivement, va attirer les consommateurs, va attirer les clients, va attirer sur un autre marché, un autre modèle. Alors, je vais vous poser une question, qui est le barbare en chef aujourd'hui, là, sur la planète? Le barbare en chef, c'est qui? Le barbare en chef, par définition, c'est la personne qui attaque les plus gros systèmes, les plus grosses industries, les plus gros marchés, et qui en attaque le plus possible. À votre avis, qui est le barbare en chef? Je n'ai pas prévu avec Jean-François une récompense, mais il faudrait voir Jean-François la récompense pour celui qui trouve. Qui est le barbare en chef sur la planète aujourd'hui? Le client.
Non, 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 c'est une personne physique. On me dit le client. Non, non, c'est une personne physique. Je parle bien d'une personne. Le barbare en chef, le chef des barbares, c'est qui? Ouais, qui a dit Elon Musk? Bravo, il a droit à une récompense, Jean-François. Eh oui, c'est Elon Musk. Bravo. Pourquoi? Il y a 4-5, ça fait au moins 5 ans que j'en parle. Il y a 5 ans, j'avais du mérite. Quand je disais, ça, c'est Steve Jobs de demain. Aujourd'hui, c'est évident. Pourquoi? D'abord, qu'est-ce qu'il a fait, Elon Musk? N'oubliez pas, il a une vie très originale. Il a commencé en Afrique du Sud. Il s'est barré d'Afrique du Sud pour pas servir dans l'apartheid. Hein. Il est né en 71, donc 15 ans après Steve Jobs, un peu plus de 15 ans, donc c'est la génération d'après. Il a sorti les poubelles aux États-Unis pour gagner de l'argent pour faire ses études. Il a commencé ses études, il les a pas terminées. Il a quitté la fac et il est allé créer PayPal. Et PayPal, c'est déjà un barbare. C'est le barbare du système de paiement. C'est évidemment Mastercard ou Visa qui aurait dû créer PayPal, mais comme, et ça c'est Olivier qui l'a dit tout à l'heure, les nouvelles idées viennent toujours des marges du système. C'est évidemment Orange qui aurait dû créer Skype, mais c'est absolument pas Orange qui a créé Skype, et c'est pas du tout étonnant. C'est évidemment une chaîne de télé qui aurait dû créer YouTube, mais évidemment c'est pas du tout une chaîne de télé. Vous voyez, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais. C'est pour la même raison que Kodak a totalement raté le numérique, la révolution numérique, alors qu'on leur l'avait proposé. Vous voyez, donc c'est les innovations, mais c'est les barbares. Les barbares, ils viennent, et comme les innovateurs, les deux viennent des marges de l'empire. Ils ne sont pas au centre de l'empire. Donc déjà, il attaque en barbare et qu'il ne peut pas attaquer le paiement carte bleue Visa. Donc il va faire quelque chose qui est PayPal, qui est à l'époque effectivement, personne pensait. Aujourd'hui, le paiement sur Internet, c'est absolument vital. Et Visa a réagi récemment avec 15 ans de retard. Ils ont proposé une solution récemment avec 15 ans de retard. Vous voyez, donc à 25 ans, ce type, il a 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Il fait quoi avec? Son collègue Peter Thiel avait aussi 300 millions de dollars, ils étaient deux. Il a investi dans Facebook, des boîtes comme ça, il est très content. Peter Thiel est milliardaire grâce à Facebook. Bon, très bien. Si vous avez vu le Social Network, on voit Peter Thiel dedans, un acteur qui le représente. Et alors, lui, Elon Musk, pas du tout. Il a fait un truc assez fou, et c'est ça qui est intéressant. Il est complètement... D'habitude, vous gagnez de l'argent avec une start-up, vous investissez dans une start-up numérique. Non, pas du tout. Il a mis 100 millions de dollars, 100 millions dans un truc qui était perdu d'avance. C'était une danseuse, c'était de l'argent foutu à la poubelle direct. C'était pour faire des fusées. Je vous demande des fusées. Concurrencer la NASA, concurrencer Ariane Espace, avec 100 millions de petits dollars. Il y a 10 milliards de dollars en face. Tout le monde rigole. Vous savez, c'est pas pour faire le petit saut dans l'espace, là. Le petit saut dans l'espace à la Richard Branson qui va faire payer, et ça marche pas encore, 200 000 dollars pour faire du tourisme spatial, etc. Ça, c'est 6 000 km/h pour passer 5 minutes dans l'espace et redescendre. Pour faire vraiment de l'espace, pour aller mettre des satellites en orbite, il faut 28 000 km/h. La différence entre 28 000 et 6 000, c'est la différence entre une Renault Clio et une Formule 1. Donc, c'est infiniment plus technique. Donc, tout le monde rigole. Bon. Et lui, il arrive en fait avec un modèle il a appliqué au spatial le modèle de la start-up du monde numérique, c'est-à-dire un truc super simple, par exemple les radios. Une radio pour aller dans l'espace, c'est 28 000 dollars, la radio. Il demande à ses ingénieurs, vous me bricolez une radio du commerce à 20 dollars pour aller dans l'espace. La NASA rigole, il y a les ceintures de Van Allen électromagnétisme, non mais il est fou le mec, ça ne marchera jamais. Bon ben ouais, ils ont bricolé des radios à 20 dollars et au lieu de 28 000 dollars pièce. Et ça c'est qu'un petit exemple, non, mais tout est comme ça chez SpaceX. Et donc pendant des années, je devais être un des seuls en France, je suis prospectiviste, donc vers 2009-2010, je me demande même si les gens d'Ariane Espace surveillaient Elon Musk, je suis pas sûr. Et je me rappelle, j'étais en Hongrie, j'ai reçu un petit email là, d'alerte, une société privée a mis un satellite en orbite, poum, dès la première vol du Falcon 9, ça avait marché. Deuxième vol, ils mettent en orbite une capsule spatiale qui s'appelle Dragon, ils la récupèrent. Alors que la rentrée dans l'atmosphère, c'est très complexe. Et aujourd'hui, ils ont un contrat de 2,5 milliards de dollars avec la NASA, parce qu'ils avaient bien compris le coup, c'est-à-dire qu'effectivement, les navettes spatiales, c'est des trucs magnifiques, mais c'est des rêves d'ingénieurs, c'est beaucoup trop complexe. Et tout ça, ça a explosé. Et en tuant 2 fois tout l'équipage. Donc les Américains ont mis au rebut, et du coup, il a 2,5 milliards de dollars de contrat, avec 100 millions de dollars d'investissement, qui ont été persuadés que c'était foutu à la poubelle. Et aujourd'hui, c'est la panique totale. Si vous avez des actions Ariane Espace, surtout, vendez-les tout de suite, c'est fini. Ils ont lancé Ariane 6, mais c'est mort d'avance. Les Chinois ont dit, le ministère chinois de l'espace a dit, on n'a aucune chance de concurrencer Elon Musk. Aucune, au niveau des coûts. Nous, les Chinois. Il est très fier de ça, Elon Musk. Ouais. Donc, il a attaqué en barbare l'industrie du spatial. Personne ne pensait même que c'était imaginable.
Mais attendez, il a encore 200 millions de dollars, ce mec. Il les a mis où, les 100 millions suivants? Un pari encore plus fou, un barbare encore plus incroyable. Il veut maintenant démolir Renault, General Motors, BMW, Mercedes avec des bagnoles électriques. Tesla, c'est lui aussi, Tesla, évidemment. Un pari encore plus fou, la bagnole électrique. D'abord, ça marche pas. Ensuite, tout le monde perd de l'argent avec. Ensuite, bon. Et là, il a pas un autre modèle. Il est contracyclique. Il commence par faire une Ferrari électrique qui utilise un truc que personne n'a jamais utilisé dans l'électricité, dans la bagnole électrique, la capacité d'accélération ultra rapide. Et ouais, on fait tous des smart électriques. Regardez Bolloré, Autolib. Ben, on ne peut pas les vendre. La batterie coûte 15 000 euros et la bagnole coûte 7 000 euros. Donc on ne peut pas vendre la bagnole avec la batterie. On peut vendre Alors il y a des systèmes très innovants, genre Renault a essayé ça en Israël. Et Better Place, ça n'a pas marché par ailleurs, mais c'est une bonne idée. Ils prenaient la batterie dans une station-service, ils la démontent, ils la remettent une batterie chargée à la place. Donc vous n'avez toujours pas la batterie, mais vous payez un plein d'électricité. Bon, pourquoi pas. Et lui, il vend la bagnole avec la batterie. Il est seul, mais il la vend 200 000 euros. Et il vend une Ferrari électrique, et qui utilise cette capacité d'accélérer du moteur électrique plus fort qu'un moteur à essence. En ville, ça sert à rien. Pour une Smart, ça sert à rien. Mais là, il vend ça, mais il vend 200 000. Et tous les Leonardo DiCaprio, tous les Schwarzenegger, ils ont acheté ça pour laisser sur place leurs copains. T'as vu, je largue ta Ferrari, en plus je pollue pas, c'est 100% électrique. En gros, il prend un marché de niche. Et tout le monde rigole là aussi. Bon, ouais, d'accord, il va en vendre 50 des bagnoles comme ça, très bien. Bon. Et puis après, il descend en gamme. Et il lance le modèle S à 60 000 $. Et là, soudain, c'est la panique. Le truc, ça fait 400 km, ça fait Paris-Bruxelles sans la recharge. Et on se dit, mais merde, c'est pas vrai, il va nous refaire le coup de SpaceX. Et aujourd'hui, Tesla vaut en bourse la moitié de la capitalisation boursière de la General Motors et vaut 2 milliards de plus, 28 contre 26 que Renault. Alors que General Motors, ils vendent 5 millions de bagnoles par an, Renault 2 millions, et lui, il en a vendu 50 000 dans toute son existence. Alors évidemment, on va dire que c'est peut-être une bulle spéculative, mais je parierais pas trop contre Elon Musk. Je viens de voir la nouvelle usine qui vient d'ouvrir aux Pays-Bas. On dirait un truc de science-fiction, c'est hallucinant. Il y a même une piste d'accélération à l'intérieur de l'usine, mais on dirait, il n'y a pas une tâche de cambouis, c'est impressionnant. Je fais des conférences dans toute la France, pour des différents clubs de patrons et d'autres, et je me retrouve un jour à Saintes, au bord, à Saintes, là-bas, en Charente-Maritime, et je vois un truc, ça fait longtemps que je parle de Tesla, mais là je vois un truc rouge, je sais quoi ça, je sors dans un petit hôtel, et je vois une borne de recharge Tesla. Alors je fonce voir la patronne, je dis mais pourquoi vous avez une borne de recharge Tesla ici en Charente-Maritime? Elle dit ah ben oui, on a vu des gens, ils sont arrivés, ils ont dit ben on a une carte de l'Europe, on a identifié des points stratégiques, alors maintenant voilà, on dit que chez vous c'est pas mal pour les recharges, donc on va installer une borne, on vous donne une prime au départ, après vous touchez rien, mais par contre nous on vous fera de la pub, les gens viendront recharger leur voiture Tesla chez vous, et donc ils vont manger dans votre très bon restaurant et prendre un café, etc. Donc c'est un jeu gagnant-gagnant, et la patronne me dit oui, donc j'ai accepté une borne, voilà. Donc il a déjà un projet, s'il s'implante en Europe, c'est qu'il a déjà un projet de stratégie mondiale et qu'à terme, il pense qu'il va faire la peau à toute l'industrie automobile. Mais attendez, il avait encore 100 millions de dollars. Il a mis 100 millions dans Tesla, 100 millions. Et il a mis où les 100 millions restants? Vous le savez sans doute, c'est SolarCity. SolarCity avec les fameuses, qui fait faire par Tesla ou par SolarCity, les fameuses batteries à domicile. SolarCity, c'est des panneaux solaires pour ce qu'on appelle le smart grid, le réseau intelligent. Demain, on sera tous producteurs d'énergie, on s'échangera de l'énergie comme on s'échange des mails. C'est comme vous avez vu cette start-up française, l'Arbre à Vent, là, qui fait un truc, une éolienne qu'on peut mettre dans son jardin ou dans la ville avec des petites feuilles qui tournent silencieusement. Bon, eh ben, on sera tous producteurs d'énergie et consommateurs, on s'échangera comme on s'échange des emails. D'accord? Eh ben, ça, il est déjà positionné là-dessus. Donc, vous aurez les panneaux solaires pour faire votre électricité, vous aurez dans votre maison une grosse batterie Tesla, il est déjà en rupture de stock tellement c'était demandé, pour mettre l'énergie électrique faite par vos panneaux solaire ou votre mini éolienne et vous allez recharger votre voiture Tesla avec ça. Vous voyez, il est déjà sur tout ça. Donc voilà le modèle d'un barbare en chef, puisqu'il attaque l'énergie, il attaque le secteur de l'électricité, c'est quand même pas rien. Il attaque le secteur automobile, il attaque le secteur du spatial, après avoir attaqué les secteurs du paiement. Vous vous rendez compte? Voilà un exemple de barbare en chef. Et alors, le dernier truc qu'il a fait, c'est l'Hyperloop. Et l'Hyperloop, c'est intéressant parce que là, il s'est dit, voilà, je vais concurrencer le TGV.
J'ai concurrencé le TGV, c'est des espèces de capsules sous vide qui circulent. C'est pas sous vide, hein, c'est avec une baisse, c'est comme un avion à 10 000 mètres d'altitude. Il y a moins de pression, mais c'est pas sous vide complètement, ce serait trop cher. C'est donc, ça circule dans des tubes à 1000 km/h, ça va aller 3 fois plus vite que le TGV, ça va consommer 2 fois moins d'énergie, etc. Et là, il dit, bon, allez, j'ai SpaceX, j'ai SolarCity, j'ai Tesla, je peux pas. Donc, je fais ça sous, on parlait tout à l'heure, partage ou non partage de l'info. Très intéressant. D'un côté, évidemment, Tesla a plein de brevets sur ses batteries, etc. innovantes. D'un autre côté, il dit, voilà, l'Hyperloop, j'ai pas le temps, hein, j'ai pas l'argent, je travaille déjà trop, donc je vous le fais en open source. Mes ingénieurs et moi, on a vachement bossé pour faire ça. Maintenant, écoutez, allez, c'est sur Internet, tout le monde peut télécharger, toute multinationale, tout État, il faut quand même être assez gros pour faire ça, c'est un gros investissement, peut télécharger l'Hyperloop, peut l'améliorer et peut développer un système de transport innovant. Donc là, il est à la fois il est barbare, si je veux dire, par procuration, dans les moyens, et il utilise effectivement cette idée de l'open source. Alors justement, c'est le débat qu'on a commencé, faut-il oui ou non, y a des fois des avantages à effectivement donner parce que il y a une société qui marche comme ça qui s'appelle Gore. Et le PDG de Gore, une femme, c'est le Terry Kelly. Gore, ça fait le Gore-Tex. Hein. Elle parle de l'économie du don. Chez Gore, en fait, pour progresser dans l'entreprise, vous êtes obligé de donner vos idées au lieu de les garder pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le progrès dans une entreprise comme Gore, c'est vous réunissez les gens dans un endroit comme ici, là, et vous leur présentez un projet. Et vous dites, voilà, moi, Gore, par exemple, ils font des prothèses de hanche et il y a une crème, un truc pour protéger la prothèse de hanche des agressions des sérums du corps humain. Elle dit, bah, écoutez, on va devenir leader sur le marché des cordes de guitare. Ils n'avaient jamais fait un instrument de musique chez Gore. Cordes de guitare ? Corps de guitare, oui, parce qu'on va mettre le produit qu'on utilise là pour protéger nos prothèses quand on les met dans un corps humain, pour protéger la corde de guitare des doigts humains cérébrum là, qui abîment les trucs. Bon, c'est une idée. Si les gens adhèrent collectivement, les gens d'entreprise, c'est une entreprise organisée par projet, il n'y a pas de hiérarchie, organisée complètement en projet. Si les gens adhèrent, l'entreprise finance l'étude de marché, les premiers stades, etc. Si ça marche, ça a marché, ils sont devenus leaders mondial des cordes de guitare, le type devient N+1. On ne peut pas nommer quelqu'un leader chez Gore, c'est pas possible. Même le PDG n'a pas ce pouvoir. Vous devenez automatiquement leader si vous avez réussi un projet, puis 2 projets, puis 3 projets. Et le PDG actuel, une femme, comme par hasard, Terry Kelly, parce qu'on dit que les femmes sont peut-être mieux adaptées à ce mode collaboratif. Terry Kelly, eh bien, elle a été nommée parce que c'est la personne qui a réussi le plus de projets dans l'entreprise avec le plus de personnes. Automatiquement, elle est nommée PDG. Personne ne peut nommer le PDG, même pas les actionnaires. Vous vous rendez compte ? Bon, une boîte comme ça fonctionne complètement sous des modèles, ces fameux modèles disruptifs, et c'est un modèle qui marche en économie du don, puisqu'il faut donner ses idées pour progresser. Alors, je vous raconte ça pourquoi ? Parce que hier, à sa demande, parce que bon, avec mon livre Les Clés du Futur, je commence à avoir beaucoup de visibilité. Hier, un homme politique français important, dont vous me permettrez de taire le nom, je peux juste vous dire qu'il a été ministre de l'économie, et il me contacte parce que, comme tout le monde, il a envie de revenir en 2017, n'est-ce pas ? Et donc, il veut que je donne des idées. Et donc, moi, je suis un peu reluctant. Alors, il me dit, vous savez, moi, j'ai été ministre de l'économie. On ne sait jamais, je reviens ministre de l'économie. On a 120 milliards, participation de l'État. Qu'est-ce que vous faites avec 2 milliards ? Parce que j'avais l'idée qu'il faudrait consacrer 10% de l'argent qu'on met pour des n'importe quoi, pour des trucs qui sont complètement hors cadre. Hein, on peut penser, là aussi, on a parlé tout à l'heure de think out of the box. Hein, c'est ce que vous disiez, il faut penser en dehors du cadre. Alors, il me dit, je vous donne pas 10%, mais je vous donne 2 milliards. Par exemple, sur les 120 milliards de l'État, vous me faites quoi avec 2 milliards ? Ça, évidemment, c'était pour m'appâter, hein, pour que je fasse un programme politique pour lui. Alors, j'étais très réticent parce que je voulais pas lui dire, mais je ne posais pas lui dire en face, vous avez peu de chance de devenir président de la République quand même. Donc, si on met toutes les idées dans le même panier et que ça va dans une impasse, bon, alors, on réfléchit mieux. Ça, je circule en moto ou en scooter toujours plutôt qu'en voiture. On réfléchit mieux en moto, je trouve. Donc, je rentre chez moi en moto et sur la moto, dans Paris, je réfléchis. Je dis, j'ai trouvé l'idée. Je lui ai envoyé un long mail hier soir, il n'a pas encore répondu, donc on ne sait pas si ça a marché. C'est peut-être trop innovant pour la politique. Mais je lui dis, voilà, on va faire le premier programme politique en open source. Ouais. Voilà ce qu'on va faire. Vous et moi, on va se réunir, on va écrire le cœur du truc. Après, on va avoir une liste de 20, 30, 40, 50 experts. On va leur envoyer le truc. C'est anonyme, donc c'est anonyme. Chacun va mettre ce qu'il veut, mais on ne mettra pas fait par un tel, paragraphe ajouté par un tel. Donc c'est une œuvre collective. On aura le truc avec tous les experts. Là, on va le mettre public sur un site web. Et après, tout le monde pourra participer. Mais attention, là, les experts, c'est nous qui choisissons, donc on leur fait confiance. Là, faut un screening, faut un truc de sélection très très forte parce qu'on va récupérer tous les farfelus, tous les... bon, ça devient... L'auto-organisation, ce n'est pas l'autogestion. L'auto-organisation, c'est pas de l'autogestion. L'auto-organisation, il y a des règles.
C'est quoi l'auto-organisation? C'est des fourmis. Regardez les termites. Les termites, ça fait des trucs de 6 mètres de haut. C'est fabuleux, la termitière. Une termitière, c'est un exploit. Pour une termite, c'est plus fort que de faire la tour Eiffel. Je vous jure, pour un être humain. Bah oui, prenez la taille de la tour Eiffel divisée par la taille de l'homme, la taille de la termitière divisée par la taille de la termite, c'est la termite qui gagne. Comment ça marche? Ça marche. Si tu vois 2 boulettes, tu mets une 3e boulette par-dessus. Ça, c'est la règle de la termite. Tu mets 2 boulettes, on met une 3e boulette. Tu vois 2 piliers de boulettes, tu fais un pont entre les deux. Ouais. Simplement avec des règles comme ça, vous prenez des règles comme ça, et vous dites aux termites, la termite, elle respecte scrupuleusement les règles, parce que c'est des animaux bêtes et méchants. Donc vous prenez les termites, elles respectent scrupuleusement les règles, elles sont codées pour ça, et vous avez des termitières incroyables qui sont toutes différentes et qui ne s'écroulent pas et qui tiennent très bien. Ouais. Donc l'auto-organisation, c'est pas le foutoir, ça nécessite des règles très précises. Donc un programme comme ça, si on le met en open source, après il faudra des règles très précises. Par exemple, on va éviter tous les sujets qui fâchent, on va faire que des faits, que des idées concrètes. On va éviter la question des chances, nationalité, oui ou non, mariage pour tous, oui ou non. Non, ça c'est de la politique, on n'en veut pas, c'est autre chose. Et hop, on fait un truc de fait pour qu'il soit. Et après, on dira à tous les hommes politiques, allez-y. Bien sûr, ce sera nous qui l'aurons créé, donc on aura un avantage. Comme Elon Musk, il a un avantage. Le Hyperloop, ce sera toujours de Elon Musk. Mais c'est peut-être pas du tout Elon Musk qui le construira, mais c'est quand même toujours de lui. Vous voyez. Et bien là, cet homme politique, peut-être qu'il sera élu, qui portera ce projet, peut-être qu'il sera pas du tout élu, mais c'est quand même lui, et moi accessoirement, qui ont créé le truc. Vous voyez. Donc voilà, donc ça c'est pour vous dire que, en fait, on pourrait même imaginer, c'est peut-être le secteur le plus dur, être le barbare de l'éducation, ça existe déjà, mais c'est vachement difficile. Mais ça existe déjà, c'est l'école 42, c'est les secteurs les plus durs à réformer. Et la politique, pourquoi pas, vous le saurez en 2017 si vous entendez parler d'un programme open source, c'est qu'on aura réussi. C'est que la première partie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les mutations, plus globalement, si on prend du recul par rapport aux barbares, quelles sont les mutations importantes qui sont en train de se passer en ce moment? Oui, alors effectivement, parce que là je vous ai parlé que des barbares, mais effectivement il faut voir les choses plus globalement. Parce que les barbares utilisent encore, regardez, un seul truc, la technologie classique, c'est-à-dire l'Internet du réseau que tout le monde utilise. C'est l'existence de l'Internet qui permet Airbnb, qui permet tout ça. Ok, mais, attention, il y a des révolutions technologiques qui vont arriver qui sont incroyables. Des trucs dont on n'a pas forcément idée aujourd'hui, où on commence à en parler. Vous connaissez tous, par exemple, des imprimantes 3D, mais on ne réalise pas à quel point. Vous avez sans doute tous vu cette vidéo extraordinaire du petit gamin, vous savez, qui manque une main là, et puis son père découvre, la prothèse vaut 20 000 $, le père découvre sur internet un autre père dont le gamin il n'a pas de main, ils font une prothèse qui est imprimable sur une imprimante 3D qui vaut 700 $, et la matière première vaut 5 $, et le gamin il a une main qui fonctionne pour 5 $. On peut en plus cette main la fondre, récupérer la matière première, la recycler, en refaire une autre quand que le gamin grandit. Vous vous rendez compte? Le marché des prothésistes à 20 000 $ pour les mains, c'est mort et enterré. Le marché des prothésistes dentaires, c'est pas la peine, c'est mort et enterré. Parce qu'avant, il fallait une semaine, on prenait les empreintes, on les envoyait dans un labo, on imprimait, on faisait la dent. Maintenant, on peut imprimer la dent directement chez le dentiste, faire les essais en permanence. Enfin, il y a plein de métiers qui vont disparaître. Et dans votre secteur, vous avez certainement vu déjà l'imprimante 3D qui imprime des maisons. Il y a une imprimante 3D, les Chinois ont imprimé l'immobilier de bureau, 10 maisons en 24 heures. 10 maisons en 24 heures à Shanghai, regardez, la vidéo circule sur internet. Ils impriment 10 maisons, ils impriment les murs avec des déchets de construction et du ciment. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à relever les murs et à poser un toit. Mais la maison, l'imprimante 3D qui imprime la maison directe, c'est-à-dire toute droite, il n'y a même plus à redresser les murs, existe déjà. Vous arrivez avec ça dans un bidonville à Sao Paulo et en 3 jours, faites des habitations pour 100 000 personnes. Oui. Donc ça va révolutionner totalement les marchés de la construction où il y a énormément d'emplois. Évidemment, on va revenir là-dessus parce que c'est le problème de disparition de l'emploi. C'est un problème important aussi, évidemment. Donc ce genre d'innovation technologique, il y a aussi par exemple un projet qui s'appelle Solar Sinter. C'est un jeune étudiant qui s'appelle Marcus Kaiser. Avec Solar Sinter, il vous fait par exemple un très bel objet, un bol, un vase, un truc comme ça, uniquement avec du sable du désert et une imprimante 3D et un four solaire et une lentille de Fresnel pour concentrer la lumière du soleil. Uniquement avec du soleil et du sable, il vous fait des objets. Eh bien, imaginez, vous coupez ça avec l'imprimante qui fait des maisons. Vous imaginez qu'avant, on ne pouvait pas faire de briques avec du sable du désert. Maintenant, il y a un brevet qui permet de le faire. Donc, vous couplez le brevet qui fait des briques avec du sable du désert, le Solar Sinter qui fait avec du sable l'énergie solaire des objets, l'imprimante 3D, et hop, c'est parti. Avec du sable du désert, vous construisez des maisons sur toute la planète. Oui. Donc là, il y a des trucs qui vont arriver qui sont gigantesques, dont on voit à peine le début. Un autre truc à surveiller, c'est les puces RFID.
Et là aussi, toutes ces questions posent aussi des questions éthiques graves et importantes. La puce RFID, aujourd'hui, ça révolutionne plein de choses. Par exemple, pour le stockage, prenez Decathlon. Avant, il fallait 8 jours pour que Decathlon fasse un inventaire, parce qu'ils ont tellement d'objets. Aujourd'hui, vous collez une petite étiquette, ça coûte rien, ça coûte 2 centimes d'euros parce qu'il n'y a pas de batterie. C'est comme un réflecteur radar un peu. Vous envoyez un signal et ça répond. Donc vous envoyez un signal radio et l'étiquette se réveille, elle vous répond, elle dit « Je suis la paire de chaussettes taille XL 47 de chez Decathlon. » Vous voyez ? Et donc, vous faites ça en une nuit. Decathlon, aujourd'hui, ils font ce qu'ils faisaient en 8 jours. Parce que tous leurs objets ont des puces RFID. Quand vous envoyez une onde, vous avez la réception, poum. Dans une entreprise, un camion arrive, toutes les boîtes, ce qu'il y a, on n'a pas besoin de réception. Vous envoyez une onde, sur votre ordinateur apparaît tout ce qu'il y a dans le camion, vous le mettez en stock, vous faites la gestion des stocks. Tous les matins, vous envoyez une onde pour vérifier qu'on ne vous a pas volé les trucs pendant la nuit. Et quand vous voyez le niveau des fournitures qui descend, il y a recommande automatique, évidemment, etc. Mais j'ai découvert récemment, car l'agriculture française est très en pointe, on ne sait pas ça, sur le numérique, eh bien, les vaches sont pucées en puce RFID. Vous avez des vaches qui sont pucées, donc comme le lait est marqué grâce au fait que la vache possède une puce, eh bien, on vous dit automatiquement si la vache est enceinte. Le paysan reçoit une info, le lait étant traçable, que la vache est enceinte, et donc il faut modifier son alimentation. Voyez, donc on peut avoir direct, et même ça va même plus loin. Ça va en fait, si la vache a mal au foie, une maladie de foie, on le détecte aussi dans son lait, et donc on envoie au paysan un truc, il faut changer l'alimentation de telle vache. Vous vous rendez compte ? Bon. Alors, mais le problème, c'est que la puce RFID, si on le met sur les vaches, ça se met aussi sur les êtres humains. On a déjà évidemment les puces qui fonctionnent sur les êtres humains. Par exemple, les malades de Alzheimer, c'est très intéressant parce que comme ils savent pas où ils vont, avec une puce, on peut les tracer, on peut les rattraper et donc du coup, c'est vachement intéressant. Et il y a une vidéo que j'ai vérifiée parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Un des grands métiers du futur, c'est vérificateur d'infos sur Internet, parce qu'il y a énormément de trucs faux qui circulent. Eh bien, le procureur général du Mexique, c'est diffusé par ABC, donc ABC aux États-Unis, c'est quand même une chaîne de télé assez sérieuse. J'ai vérifié, c'est bien le procureur général du Mexique. Il est pucé lui-même par puce RFID. Il explique que les 100 principaux policiers et juges du Mexique sont pucés. D'abord, s'ils sont enlevés, ça permet de les retrouver parce qu'ils peuvent être enlevés par la mafia. Mais surtout, ils sont les seuls à pouvoir rentrer dans certains endroits hyper sécurisés où on ne peut rentrer qu'avec une puce qui est injectée sous la peau. Et la puce est détectée, la porte s'ouvre automatiquement. On voit ça dans la vidéo, c'est très impressionnant. La puce est faite par Applied Digital Solution et on voit le type de Applied Digital Solution très fier qui vous explique qu'on pourra pucer les enfants, etc. Comme ça, vos enfants ne risquent pas d'être enlevés et tout. Et demain, vous n'aurez plus de carte bleue. L'argent sera, la carte bleue, c'est sans contact, elle sera dans la puce. La puce est quelque part sur votre corps, vous tendrez la main, poum. Oui. Donc par exemple, les paiements bancaires peuvent être remplacés par ça. Mais ça pose des problèmes éthiques gigantesques aussi. Parce que évidemment, qui dit un homme porteur de puce, dit que vous êtes en permanence traçable et qu'aujourd'hui vous êtes détecté par votre portable et vous pouvez quand même enlever votre portable et le poser sur la table, mais la puce, vous ne pourrez pas l'enlever. Alors attention, on ne vous obligera pas à avoir une puce. Ah non. On vous dira... Aujourd'hui, si vous n'avez pas de portable, il y a plein de jobs que vous ne pouvez pas avoir. Donc demain, on vous dira, vous n'avez pas de puce, vous ne pouvez pas travailler dans une centrale nucléaire, normal, trop dangereux. Centrale nucléaire, il faut être pucé parce qu'il faut repérer les gens qui sont dedans. Pilote d'avion, ah non, il y a risque de terrorisme, donc il faut avoir une puce, d'accord ? Et puis ainsi de suite. Et puis comme aujourd'hui, il y a plein de jobs que vous ne pouvez pas avoir s'il n'y a pas de portable, vous n'avez pas de portable, et ben vous ne pourrez pas travailler si vous n'avez pas de puce RFID implantée. Voyez. Donc je vous prédis que les droits de l'homme au XXIe siècle vont radicalement changer. Le fait aujourd'hui, les droits de l'homme, c'est on veut pouvoir s'exprimer librement sans être mis en prison. Bon. Ça va devenir mais banal de chez banal. Avec Internet, tout le monde s'exprime partout. Le problème, c'est le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli sur Google. Le droit à l'oubli sur Internet. Le droit de ne pas porter de puce RFID. Le droit de ne pas être connecté à Internet. Vous savez comment on a repéré Ben Laden ? C'était la seule maison Ben Laden au Pakistan, de valeur de plus d'1 million de dollars, qui n'était pas connectée à Internet. La seule. Ils ont dit c'est pas normal, une maison à 1 million de dollars qui n'est pas connectée à Internet. C'est comme ça qu'on a repéré Ben Laden. Je ne sais pas si vous le saviez, mais oui, c'est comme ça qu'on a repéré Ben Laden. 1 million de dollars et pas connecté à Internet, c'est louche. Et oui, et c'était la maison de Ben Laden. Vous voyez. Donc le droit de ne pas être connecté à Internet, ça deviendra un droit très important aussi, parce qu'on va dire c'est vachement louche. Il y a encore quelqu'un récemment me disait, mais on voulait embaucher un collaborateur, mais il n'a pas de compte LinkedIn. Mais c'est pas normal, il y a quelque chose à cacher là. Donc un nouveau collaborateur qui n'a pas de compte LinkedIn, non, on va pas l'embaucher, c'est louche. Oui. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui sont en train de se produire, qui sont à la fois des technologies incroyables qui vont arriver. Je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais il y a plein d'autres trucs. La jonction homme-machine est réalisée depuis 7 années.
Vous recherchez John Hopkins Laboratory, vous faites bras robot, et vous verrez un brave type qui a perdu les 2 bras il y a 30 ans dans un accident. On lui met un système de bras robot cyborg, là, et il le contrôle par son cerveau. Ça veut dire que pour la première fois, on a mis en place une interface entre le cerveau humain, et un système électronique. Il est capable de faire un geste comme ça. C'est très compliqué parce qu'il a des bras robots. Donc il doit penser épaules, coudes, bras, mains, mais il y arrive à prendre un verre et à le poser ailleurs. Donc ça veut dire qu'un jour, il n'y aura plus jamais de paralysé, assez rapidement. Vous voyez. Mais là aussi, ça pose de très très grands problèmes. Éthique, les joueurs de foot, vous savez l'arrêt Bosman, c'était le mec qui voulait pouvoir jouer au football en disant c'est une atteinte à ma liberté, je suis belge, j'ai le droit de jouer en France même si on ne prend pas plus de 3 étrangers. Il a gagné. Du coup on a des équipes de foot avec 11 étrangers, apparemment ils sont dans l'Union Européenne, vous voyez. Eh ben, vous allez voir des gens vont se faire greffer des pieds, parce qu'un pied électronique, ça permet de taper plus fort dans le ballon. Donc, ils voudront jouer. C'est l'histoire de Pistorius, là. Lui, il est né sans les jambes. Mais on a failli refuser aux Jeux Olympiques parce qu'on dit que c'est un avantage pour lui de pouvoir sauter sur ces trucs. Sauf que c'était rien du tout, c'est mécanique. Mais imaginez que c'est un pied électronique qui va permettre de taper dans le ballon 10 fois plus fort. Donc, les gens vont se faire couper une jambe exprès, mettre un pied électronique pour être joueur de foot. On va dire interdit par la FIFA. Et la FIFA va perdre. Il y aura un arrêt Bosman avant 2050. Vous verrez, il y aura un arrêt Bosman qui va dire les gens avec des bras électroniques ont le droit de jouer au tennis, les gens avec des jambes électroniques ont le droit de jouer au foot, etc. Oui. Donc il y a des problèmes éthiques qu'on n'imagine pas qui sont, mais de cette année. Le truc, il a été fait en janvier dernier, il y a 1 an, à John Hopkins Laboratory. Vous pouvez rechercher l'Université du Minnesota, professeur Bing He, H-E. Vous verrez qu'il a mis au point, c'est un Chinois à l'Université du Minnesota, avec ses étudiants, un drone contrôlé par la pensée. Vous contrôlez par la pensée le drone. Alors, il faut être vachement concentré parce que si l'étudiant pense à sa petite amie, le drone se casse la gueule, évidemment. Mais bon, mais le drone est contrôlé par la pensée. Comment ça marche? Le type, il a un casque sur la tête qui enregistre toutes ses ondes cérébrales. Donc, il pense vers le haut et l'ordinateur comprend et fait vers le haut. À droite, à gauche. Et il arrive à contrôler le drone par la pensée. Vous voyez? Bon, c'est super, mais demain, Google travaille déjà là-dessus, il faut le savoir. Vous pensez Open Mind Café. Vous pensez à l'Open Mind Café et vous aurez la réponse 110 rue de la Boétie par une oreillette Google dans l'oreille. Vous n'avez plus besoin de faire la recherche Google, vous pensez à la recherche, vous aurez l'oreillette qui enregistre votre onde cérébrale, le traduit en un signal, l'envoie sur l'Internet et la réponse à la recherche vous est donnée dans l'oreille. Vous voyez? Mais d'un autre côté, si votre cerveau est connecté à l'Internet ainsi, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, ça ne marche pas aujourd'hui heureusement, mais qu'on puisse aller en sens inverse, qu'on puisse envoyer une onde qui manipule votre cerveau quand vous êtes connecté à l'Internet pour faire une recherche entre puisque la connexion existe déjà entre le cerveau et l'ordinateur, avec le travail de l'Université du Minnesota, professeur Bin He, allez voir ça, drone contrôlé par la pensée. Vous voyez? Donc ce genre de choses, c'est vertigineux, c'est des trucs de cette année, c'est des résultats de cette année, ça. Donc la technologie, et les révolutions technologiques, en fait, elles vont être... Il y a 4 Internets. Il y a l'Internet que vous connaissez tous, qui fait Blablacar, Uber, etc. Il y a le deuxième Internet, c'est l'Internet des objets fabriqués par Internet. C'est-à-dire que vous n'envoyez plus maintenant, ça va changer beaucoup de choses pour le transport aussi. Vous n'envoyez plus un objet, vous envoyez un fichier de l'objet et vous l'imprimez. Et Airbus a fait imprimer des pièces de moteurs d'avion en Nouvelle-Zélande. Et ça marche. On les met dans l'avion, évidemment. Vous savez que les pièces de moteur d'avion, c'est vachement surveillé. Hein, eh bien, ça marche. Oui, ça marche. Les pièces de moteur d'avion sont imprimées dans une imprimante 3D qui imprime donc de la matière, ça liquéfie du métal et ça solidifie ensuite le métal. Donc il y a des imprimantes 3D qui impriment du métal et ça marche. Donc au lieu d'envoyer la pièce de moteur d'avion par avion en Nouvelle-Zélande, vous l'imprimez sur place. Vous imaginez le changement pour l'industrie du transport. Donc les objets imprimés par Internet, les objets connectés à Internet, c'est toutes les puces RFID, mais c'est aussi toutes les révolutions de la domotique, dont on en parlait aussi tout à l'heure. Hein. Les révolutions de la domotique qui vont arriver, c'est énorme. Tiens, quelque chose qui m'intéresse au passage. Vous, les experts, combien de gens dans la salle connaissent, j'ai cherché comme ça avant, je ne suis pas du tout expert immobilier, mais un truc s'appelle lock Itron. Lock comme lock, le verrou, Itron, tron comme électronique. Qu'est-ce qui connaît lock Itron? Oui, voilà, c'est ça, absolument. Bravo. 1, 2, 3, 4, non? Pas beaucoup de gens connaissent Lockitron. C'est Lockitron, comme vient de le dire monsieur, c'est effectivement un truc révolutionnaire. C'est tout simplement l'idée que, regardez, ça fait 2000 ans qu'on a des clés. Hein. On a tous la clé de chez nous dans l'immobilier. Alors peut-être pas dans l'immobilier de bureau, mais dans l'immobilier, sa maison, on a la clé. Hein. On a reçu la clé, c'est le moment où on s'installe chez soi. On reçoit les clés, c'est une grande cérémonie dans l'immobilier. On a reçu les clés. Et puis je me suis dit, mais attendez, là la voiture,
savez, il y a déjà la publicité où la personne rentre dans sa voiture, elle cherche désespérément ses clés dans son sac. En général, la pub, c'est une femme, donc c'est un peu sexiste. Mais enfin bon, on voit une femme avec un sac qui cherche désespérément ses clés, ne les trouve pas. Et puis on dit, voilà, nouvelle innovation maintenant. La femme arrive toute contente avec son sac. La porte de la voiture s'ouvre toute seule. Elle s'installe dans sa voiture. Elle démarre. La voiture démarre. Pourquoi? La clé est électronique. La clé est dans le sac. Elle n'a pas besoin de savoir où est sa clé. Du moment que la clé est dans le sac, la voiture, évidemment, c'est un système de type Bluetooth. Et évidemment, la clé fait démarrer, lance le signal à la voiture de démarrer. Il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton et il n'y a plus de clé. Et je me suis dit, mais attendez, ça doit exister effectivement dans l'immobilier. Et effectivement, Lockitron, c'est une des boîtes qui fait ça. Et pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que c'est un système électronique qui n'a plus de serrure. Donc, c'est pas seulement que les serruriers vont disparaître. Hein. C'est comme le métier, vous savez, il y avait des boîtes pour refaire des photos. Hein. Dans toutes les rues, hein, dans les grandes villes, il y avait des boîtes qui vous apportiez vos négatifs et tout ça, ça a disparu évidemment. Ça fait déjà 10 ans que c'est mort tout ça. Hein. Et ben, les serruriers aujourd'hui, il y en a partout, mais ça va disparaître. C'est logique parce qu'effectivement, on aura un système électronique pour ouvrir la porte. Et donc là, mais ça va bien au-delà de la disparition du serrurier. Un truc comme Lockitron, c'est le problème du dernier mètre. Vous connaissez ça, le dernier mètre, c'est la livraison par Internet. C'est génial, sauf qu'on n'arrive pas à livrer les gens le dernier mètre. On arrive devant chez eux et la porte est bloquée parce qu'ils sont en train de bosser, ils sont ailleurs, etc. Eh bien, avec Lockitron, vous avez donc une caméra télé qui permet de voir sur votre iPhone qui est en train de sonner à la porte et vous êtes prévenu immédiatement et vous voyez le type et vous appuyez sur une touche et vous lui ouvrez la porte. Eh bien, vous savez quoi? Walmart offre le Lockitron à ses clients, de ceux qui ont une carte de fidélité et ça coûte dans les $100. Il offre la pause à Lockitron à condition que vous fassiez vos courses chez Walmart. Parce que maintenant, grâce au Lockitron, ce sera beaucoup plus facile pour vous de commander chez Walmart parce que vous serez évidemment livré dans votre maison et vous vérifierez que le livreur de Walmart n'a pas emporté la télé parce que vous aurez une caméra évidemment pour le regarder sortir. Donc vous voyez, ce genre d'innovation, ça va changer plein de choses et c'est ça qui est important de réfléchir. Donc les objets connectés à Internet, nos maisons, notre serrure, les objets imprimés par Internet et le troisième nouveau Internet, c'est l'Internet de l'énergie. Celui où Elon Musk est déjà positionné. Elon Musk est déjà sur l'Internet de l'énergie avec sa boîte SolarCity, évidemment. C'est là où on va s'échanger, comme je disais, de l'énergie au lieu de s'échanger des emails. Donc ça, c'est vraiment les grandes révolutions technologiques. Donc le quatrième Internet étant celui que tout le monde connaît, évidemment. Donc ça, c'est ce que je vois comme quelque chose qui va être très très important, mais évidemment, il y a deux autres, il y a la chose qui va avec. C'est la révolution économique que Peter Drucker avait tout à fait vue, et ça va totalement avec les révolutions technologiques, hein, c'est lié tout ça, tout ce que je vous dis là. C'est ce qu'il appelle le post-capitalisme. Le post-capitalisme, c'est que l'économie de marché, je vous rassure, restera toujours essentielle. Mais, c'est plus les capitaux. Que ce soit les capitaux financiers, que ce soit les machines qui vont faire la fortune des boîtes de demain. C'est l'information. Oui, l'information. L'innovation aussi, mais plus fondamentalement, le contrôle de l'information. Cette idée-là, elle est de 95, Peter Drucker, et en 95, c'était génial de le dire. Aujourd'hui, c'est évident. Pourquoi l'information, ce qu'on appelle le big data? Pourquoi l'information est la vraie richesse de demain? Eh bien, parce que justement, si vous regardez un petit peu, je donne un exemple tout con. J'ai un ami marocain qui a une boîte qu'il a héritée de ses parents, donc une boîte très ancienne, vraiment pas nouvelle technologie. Ils font des cajots en plastique pour les pêcheurs. Je lui ai dit, méfie-toi Bilal, ta boîte. Il dit, oui, je sais, c'est has-been. Bon, ma boîte de plastique, caisse en plastique, il n'y a pas beaucoup de marge, etc. Bon, c'est une vieille technologie. Et puis, il écoute mes conférences, j'en ai fait au Maroc aussi, et je lui explique l'histoire des puces RFID. Et là, il a un flash, et quand je reviens au Maroc 3 mois après, c'était en octobre, il me dit ah bah attends, j'ai trouvé, je vais mettre des puces RFID dans mes cajots en plastique, et quand le cajot en plastique arrive à l'usine de poissons, eh bien la puce permettra de savoir combien de temps c'est resté au soleil, combien de temps quand il y a eu les poissons, enfin bref, les informations sur si le poisson est bien frais, etc. Et là, il se retourne vers moi et il me dit, tu vois, sur la cajot en plastique, on connaît le prix et les marges sont très faibles, mais quel est le prix de l'information? Et là, je lui dis, ah Bilal, t'as compris ce que j'enseigne, génial. Je dis, oui, c'est ça. L'information n'a pas de prix, elle n'est pas encadrée, le prix de l'information. Alors ça, c'est un tout petit exemple. Mais prenez une boîte, par exemple, comme Logista.
j'ai fait une intervention en décembre pour les 100 principaux cadres de Logista France. On ne connaît pas Logista, mais c'est la plus grosse boîte de distribution de plus de points de vente en France. 70 000 points de vente. Ils desservent tous les jours 70 000 points de vente. Comment c'est possible? C'est une ancienne filiale de Asaïta, et donc ils sont maintenant privés, et ils desservent tous les buralistes de France, plus un paquet d'autres petits magasins dans toute la France. Ils leur donnent les Coca-Cola, les Marlboro, les bonbons, les trucs, les machins, etc. 70 000 points de vente par jour. J'aurais dit, mais attendez les gars, vous avez de l'or, il faut juste trouver la clé. Regardez, Panel Nielsen par exemple. Panel Nielsen vous vend au mois de septembre les ventes du mois d'août. Ils rassemblent les ventes de Coca-Cola, de Marlboro, de tout ce que vous voulez, du mois d'avant, et ils vendent ça à Coca-Cola, à Marlboro, ils sont payés cher pour ça. Mais vous avez info en temps réel les amis? Ben voilà, vous allez maintenant vendre l'info à Coca-Cola, Marlboro, etc. Ça fait 5 jours que rue de la Boétie, on n'a pas acheté de Coca-Cola. Et comme ça, ils vont appeler et dire, attendez, on voulait un présentoir, vous voulez un truc, vous voulez un machin, vous voyez? Qui contrôle l'information? Qui contrôle l'information? Qui arrive à la rassembler? Qui arrive à la monétiser et à la vendre? Contrôle le monde de demain. C'est évident. C'est pour ça qu'on valorise autant les GAFA, les Google, Facebook, Amazon, Apple, etc. Vous voyez, l'information haute, hein, c'est évident. Un jour, Logista desservira ses 70 000 points de vente. Ce sera juste en fait un vecteur pour gagner de l'argent avec l'information. La caisse en plastique de mon ami marocain, c'est juste un vecteur pour pouvoir avoir de l'information sur lequel il va faire sa marge. Vous vous rendez compte le changement total de modèle avec ces deux petits exemples, hein? Avant, on vend un objet ou on vend un service, et là, le service ou l'objet ne sera plus. Pas partout, il ne faut pas généraliser. Comme dit Gérard Mullier, je travaille pas mal pour Auchan, avec beaucoup de bon sens. Tout ça, ça ne me fait pas peur parce que les gens, ils auront toujours besoin de bouffer. Hein, et pour bouffer, il faudra toujours que je leur vende des salades et de la viande et autre chose. Donc voilà. Mais donc, ce n'est pas dans tous les modèles, mais dans beaucoup d'endroits, le modèle que je vous développe va s'appliquer. Ça veut dire que votre activité actuelle, c'est qu'un prétexte à l'activité de demain, vous gagnerez de l'argent sur la vente de l'information. Vous vous rendez compte? Encore un exemple, pour vous montrer le problème, parce qu'on va en discuter aussi, mais le problème, c'est ça. Il va y avoir plein de gens qui vont se trouver sur le bord de la route. Et pareil, vous allez dire que je fais beaucoup de conférences, c'est vrai, mais il y a moins d'un mois, j'ai fait une conférence, je parle d'exemples que j'ai vécu, c'est ça que je parle de mes conférences. J'ai fait une conférence pour tous les dirigeants des chambres de métiers de l'artisanat de France. Il y avait les 200 directeurs, assemblées permanentes des chambres de métiers de l'artisanat. Il y avait Macron qui passait le lendemain matin. Moi, j'étais l'après-midi et Macron le lendemain matin. Les gens, ils étaient chauds bouillants. J'étais pas là quand même, il paraît que Macron s'est fait huer. Parce qu'ils étaient foudrages. Je disais, mais ouais, les barbares nous attaquent. Alors, ils n'ont pas employé le mot, c'est moi qui ai employé le mot, mais bon, ils disaient, ouais, mais c'est scandaleux. Maintenant, moi, je suis coiffeur, il y a des gens, ils arrivent, ils ont appris par un tutoriel sur Internet à être coiffeur. Et oui, on peut apprendre n'importe quoi, les tutoriels sur Internet. Allez voir, l'éducation est attaquée en barbare. Allez voir Khan Academy, vous connaissez Khan Academy? Un prof de maths qui a mis 3 vidéos sur Internet pour ses petits-neveux. Aujourd'hui, il y a 30 000 vidéos mises par 3 000 professeurs qui peuvent apprendre tout ce que vous voulez au monde. C'est gratuit et c'est sur Khan Academy. Voilà les barbares de l'éducation, vous voyez? Et ben aujourd'hui, vous pouvez trouver un tutoriel pour apprendre n'importe quel métier. Attendez, moi je suis artisan, j'ai appris ça, j'étais apprenti, mais c'est scandaleux. Je dis oui. C'est scandaleux, c'est effectivement scandaleux aussi pour un taxi, que le gars il a payé 250 000 € une licence et que des gens qui ont 0 € de licence peuvent être concurrents. Ben, il faudrait racheter les licences, c'est évident. Il y a une responsabilité qui est quand même engagée là, du système de l'État. Il y a quelqu'un qui devrait leur racheter les licences. Mais j'aurais dit, vous ne pouvez pas vous opposer à ça. C'est comme la mer monte, quand vous êtes gamin, vous faites des châteaux de sable, c'est scandaleux que la mer monte, elle a détruit mon château de sable, putain c'est scandaleux, je suis contre le fait que la marée monte. Oui, vous pouvez être contre le fait que la marée monte, je suis d'accord, c'est scandaleux, mais ça n'empêchera pas la marée de monter. Donc j'aurais dit, il y a deux types de personnes ici. Il y a ceux qui vont se prendre un tsunami, mais en plein dans la gueule, et vous avez vu les images du tsunami de 2004, c'est pas marrant, ça ce sera un tsunami virtuel, mais ce fera autant de dégâts que le tsunami de 2004, et il y a ceux qui vont apprendre à surfer, qui vont surfer sur la vague et qui vont être emportés par la vague vers des sommets. Ouais. Juste un petit exemple. Un Chinois, j'ai une femme chinoise, très intéressant, d'avoir une femme chinoise parce que c'est une ouverture sur un autre monde. Une femme chinoise de Chine, ancien petit garde rouge du président Mao. Bon, elle avait 6 ans à l'époque, donc elle n'est pas responsable, mais bon. Eh bien, elle me donne plein d'exemples de ce qui se passe en Chine, et je vais évidemment régulièrement en Chine voir ça. Eh bien, en Chine, il y a un type qui a ubérisé le métier du pressing. C'était un Chinois, un vieux Chinois en plus, ne connaissait rien à Internet. Hein. Il était millionnaire, un petit millionnaire en yuan, c'est pas grand-chose, ça ne suffisait pas, il n'était pas heureux. Et il voulait devenir milliardaire, comme tous les Chinois. Et donc, il s'est dit, comment je fais pour être milliardaire? Pour l'instant, j'ai des pressings.
Et je gagne de l'argent essentiellement en vendant la machine à mes franchisés. Je vends des machines de pressing et je touche un petit pourcentage des ventes en tant que franchisé. D'accord? Bon. Et alors, je fais comment? Il est allé embaucher les équivalents de Google chinois, c'est Baidu là-bas. Il a embauché des jeunes qui lui ont dit, vous en faites pas, on va vous faire un nouveau modèle, on va en faire un site internet. Pour 99 yuan, c'est 15 €, 99 yuan. On prend un sac de linge sale. On a des étudiants ou des retraités, un plein en Chine retraités qui veulent gagner un peu de sous. On les envoie chercher le sac. On a les adresses des pressings. On met un pressing. Le type, il rapporte le linge nettoyé et il est noté. La ponctualité du type qui a fait l'aller-retour avec le linge et la qualité du pressing. On est noté comme sur TripAdvisor, quoi, oui. Mais là, on est noté que c'est pas à TripAdvisor, on peut mettre des fausses trucs. Là, c'est uniquement les gens qui ont, comme sur Amazon, uniquement les gens qui ont acheté un livre le commentent. Uniquement les gens qui ont recours au service peuvent le commenter. Et donc, on garde les meilleurs pressings, on enlève les autres, on garde les meilleures personnes pour livrer le linge, on enlève les autres. Et ce type-là, aujourd'hui, il est milliardaire. Il est milliardaire, il n'a plus aucun pressing. De même que Uber n'a aucun taxi. De même que Airbnb n'a aucune chambre d'hôtel. Et il n'a aucun pressing et il est milliardaire. Pourquoi? Il a l'information. Il a l'information sur des millions de gens en Chine. Et demain, il va leur livrer des pizzas. Alors qu'il a commencé dans le pressing. Exactement comme Amazon livrait des bouquins, maintenant ils vous vendent des cafetières, ils vous vendent tout ce que vous voulez, des câbles pour iPhone, etc. Vous voyez? Pourquoi? Ils ont l'information. Alors avant, il avait un pressing, il ne connaissait même pas où étaient ses clients, il ne savait pas leurs adresses, il ne savait pas leurs codes. Maintenant, il a tout ça. Il a les emails, il a les codes, il a les adresses des clients. Il a l'information. Il est automatiquement milliardaire, ça y est, il a compris. Vous voyez? Et c'était un gars de 70 ans. Il a juste compris un truc, il fallait embaucher des mecs qui savaient et leur faire confiance. C'est pas lui qui a fait le truc, il connaît même pas Internet, je crois qu'il sait même pas envoyer un email. Ouais. Il est milliardaire aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, c'est pour vous dire, quand je parle de surfer sur la vague qui va arriver, c'est ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces nouveaux modèles, ils ne sont pas réservés, je donne l'exemple de ce chinois, mais ils ne sont pas réservés aux gens qui sont CSP+, Bac plus 15, Polytechnique, etc. Bien au contraire. Bien au contraire. Alors, il y a plein de gens qui vont prendre la vague dans la gueule et qui vont rester sur le terrain, hein, malheureusement. Mais on peut avoir des cas. Chris Anderson, ça fait partie des héros, j'en parle dans mon livre, c'est des gars à surveiller. Il a fait 3 livres remarquables. Free, l'économie du gratuit, comment gagner de l'argent avec la gratuité. Un certain Jean-François Grasy connaît bien ça. Finalement, Jean-François, je le connais depuis 10-12 ans, mais c'est un barbare dans son domaine. Regardez, quand il est arrivé, il a donné gratuitement ce que d'autres faisaient payer. Il y avait des lettres confidentielles d'immobilier, lui il arrive, il donne gratuitement son truc. Mais, il fait payer quelque chose que les autres n'ont pas. L'information, et il a eu du mérite parce qu'il y a 10 ans, l'information était dure à attraper. Il vous vend quoi? Il vous vend de l'information sur vos marchés, et ça fait déjà 13 ans maintenant qu'il fait ça. Hein, alors que la lettre IMO, là, il vous la donne gratuitement. Ben ouais. Ben, je ne sais pas là pour lui cirer les pompes, mais hein, c'est vraiment, il avait le nouveau modèle, c'est un barbare des revues immobilières. Et oui, et d'ailleurs, il a éliminé ou il a réduit drôlement l'influence de tous les concurrents qui existaient dans le domaine il y a 13 ans. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez mieux que moi, il les connaît. Bon, et ben voilà, vous voyez, c'est ce genre de truc-là, c'est l'information, vous délivrez l'information, vous la rassemblez, c'est pas facile, il faut la rassembler, ben lui il a réussi dans son domaine, rassembler l'information, vous la délivrez. Donc, Chris Anderson, Free, l'économie du gratuit, je pense à ça parce que lui justement son truc est free mais il fait du fric avec. Faire du fric avec le gratuit, c'est une des clés de la réussite. Chris Anderson. Deuxième bouquin de Chris Anderson, c'est La longue traîne. Ce type ne fait que des bouquins géniaux. La longue traîne, c'est quoi? C'est l'explosion de l'économie de l'offre. La longue traîne, c'est que iTunes gagne autant d'argent. Google, c'est le free. Google, c'est le gratuit, évidemment, puisqu'il y a de l'argent avec la gratuité. La recherche sur Google est gratuite. L'économie, par exemple, de iTunes, ça gagne autant d'argent en vendant, et même plus, en vendant à 1 million de personnes un tube de Madonna, qu'en vendant à 1 million de personnes 1 million de morceaux de musique différents. Avant, en gros, la longue traîne, c'est la fin du blockbuster. Parce qu'aujourd'hui, il y a une explosion de l'offre et vous pouvez faire une offre particulière, surtout quand c'est des produits numériques comme la musique. Vous gagnez encore plus d'argent en vendant 1 million de musiques différents parce qu'il n'y a pas de frais de stockage à 1 million de personnes, qu'en vendant à 1 million de personnes l'unique single de Madonna, parce que Madonna, elle va vous faire payer la peau des fesses pour vendre son single parce qu'elle est très connue, tandis que les morceaux de musique que vous vendez qu'à un exemplaire, vous les aurez quasiment gratuitement, il n'y aura pas de droit à payer là-dessus. Voyez. Donc ça, et le troisième bouquin, c'est Makers, les fabricants de Chris Anderson, et là, il parle d'imprimantes 3D. Pourquoi je parle
parle de Makers? Parce que dans Makers, il raconte une anecdote. Il dit voilà, moi je suis passionné de drones, il fait des drones pour s'amuser, Chris Anderson. C'est le gars qui a dirigé la revue Wired, la revue des connectés américains. Donc il est très au point de nouvelles technologies. Et il dialogue avec un gars, et le gars lui, au bout lui donne des conseils pour faire des cartes de contrôle électronique de drones. Et il lui dit oui, mais en fait, au bout de 15 jours, 3 semaines, il dit mais t'es qui toi? T'es qui? Bah oui, en fait, moi je suis un sans-papier mexicain, je vis dans une cave à Los Angeles et je communique avec toi par le Wi-Fi gratuit du McDonald's qui est au-dessus de ma cave. Et ben cet étudiant mexicain sans papier, sans rien du tout, aujourd'hui dirige une entreprise financée par Chris Anderson qui fait des drones. Voyez. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement dans ce monde-là, eh ben, l'avenir n'est pas réservé uniquement. Si on en veut, si on a une idée, si on a la grinta, si on a la volonté de s'en sortir, il y a plein de nouveaux moyens de s'en sortir, entre autres grâce à la longue traîne, parce qu'on peut se positionner, on y reviendra sans doute, mais on peut se positionner sur la longue traîne pour faire plein de choses différentes et avoir plein d'activités différentes. Donc, pour résumer cette deuxième partie, ce qui est en face de nous aujourd'hui, c'est une mutation technologique dont on a parlé, qui va de pair et qui nourrit, chacun se nourrit l'un l'autre, une mutation économique fondamentale. Aujourd'hui, si vous avez 1 milliard, effectivement, vous êtes assez tranquille, mais vous n'êtes pas du tout sûr d'être dominant demain. Dans le passé, avec 1 milliard, vous étiez sûr de dominer demain. Ben non. Regardez, quand vous avez, pour rattraper General Motors, il n'y a qu'une seule solution, c'est construire autant de bagnoles que la General Motors, d'accord? Parce que c'est des biens matériels. Mais en 90, quand Microsoft a dominé IBM, ce qui est une énorme surprise, jamais on aurait cru ça en 80, ben en 90, on n'imaginait pas qu'en 99, il y aurait une boîte comme Google qui allait dépasser Microsoft. Et en 99, on n'imaginait pas que 7 ans après, il y aurait Facebook qui menace Google. Donc la succession IBM, Microsoft, Google, Facebook, ça n'a rien à voir avec la succession General Motors, Toyota. On est dans un autre type d'économie où effectivement c'est l'immatériel, c'est l'information, le contrôle et la gestion de l'information qui compte. Et ça, c'est la société post-capitaliste. Et donc quand on voit cela, évidemment il y a une mutation également sociétale. Les gens informés ne sont pas les mêmes que les gens de hier. Donc il y a une mutation des consommateurs, il y a une mutation des salariés, des attentes des salariés, d'où le succès de l'entreprise libérée et de boîtes comme Gore. Donc mutation sociétale, mutation économique, mutation technologique et bien sûr, toutes ces mutations-là vont de pair. C'est ça les révolutions fondamentales auxquelles nous faisons face actuellement. Alors, merci pour ce constat à la fois alarmant et encourageant en fait. Mais comment doit-on agir à partir de ce constat ? Quelle est la bonne attitude pour éviter le tsunami? Quelle est la bonne attitude pour peut-être s'associer avec des barbares qui viennent sur notre terrain? Eh ben, c'est une très bonne dernière question parce qu'effectivement, sur ce plan-là, quelle est la bonne attitude? C'est aussi un point très important de attitude intellectuelle. Je m'explique. On n'a pas les bons outils, selon moi, le bon GPS pour faire face au monde de demain. Et c'est peut-être la révolution, c'est la 4e révolution et c'est la moins connue. J'appelle ça la révolution conceptuelle. La révolution conceptuelle, c'est le passage d'un monde linéaire, prévisible, stable et contrôlable à un monde où il y a des phénomènes non linéaires, des phénomènes imprévisibles, ce qu'on appelle l'effet papillon. Vous avez tous entendu l'idée, c'est pas un mythe, effectivement. On peut montrer que pour prédire la météo à 15 jours, il faudrait tenir compte de tous les événements qui se passent dans des petits cubes de la taille d'un papillon. Eh ouais, 10 puissance moins 17. C'est un météorologue qui s'appelle Lorenz qui a calculé ça. Il volait la météo à 3 semaines à New York et il a vu qu'il ferait beau. Il recalcule le lendemain la météo à 3 semaines à New York, il voit qu'il fait mauvais. Et il se dit comment c'est possible? Son ordinateur affichait 16 chiffres après la virgule. Et lui, il avait fait un copier-coller des 16 chiffres, il avait recalculé. Sauf que l'ordinateur calculait 17 chiffres après la virgule et on n'affichait que 16. Et si on prenait en compte le 17e chiffre après la virgule, il faisait mauvais à New York dans 3 semaines. Si on ne prenait pas en compte, il faisait beau à New York dans 3 semaines. Vous vous rendez compte? Le 17e chiffre après la virgule, c'est la 100 millionième partie d'un milliardième. Et ça veut dire que vous coupez toute l'atmosphère terrestre en 1 milliard de cubes, d'accord? Et chaque cube, vous coupez en 100 millions de petits cubes. Et ces cubes ont la taille d'un papillon. Donc l'effet papillon, c'est réel. Et dans un monde où il y a des effets papillons, plus le monde est complexe, plus le monde est en interaction, plus ces phénomènes de type effet papillon s'appliquent.
Et ces phénomènes dits non linéaires, c'est-à-dire que la cause n'est pas proportionnelle à l'effet. Prenez par exemple le suicide d'un marchand de légumes totalement inconnu dans une ville totalement inconnue de Tunisie. C'est un battement d'aile de papillon. Quelques années après, il n'y a plus Kadhafi, il n'y a plus Ben Ali, il n'y a plus Moubarak, il n'y a plus Saleh au Yémen, et je ne vous raconte pas l'état de la Syrie et du reste. Bon. Tout ça pourquoi? Parce que le système, comme la météo c'est instable, l'atmosphère c'est un système instable. Toutes ces dictatures des pays arabes, c'était des systèmes instables, parce que sclérosés. Il a suffi d'une étincelle, au sens propre, c'est le cas de le dire, ce pauvre type s'est suicidé par le feu, pour que effectivement tout ça, ça saute. Voyez, c'est un battement d'aile de papillon qui déclenche ce qu'on appelle une bifurcation. La bifurcation, c'est un changement d'état radical. Alors, par exemple, la chute du mur de Berlin, c'est une bifurcation. Alors, pourquoi je commence par ça pour répondre à la question de Jean-François? Parce que aujourd'hui, nous pensons de façon linéaire. Nous n'aimons pas l'incertitude. Et le meilleur modèle ici, vous savez ce que c'est? C'est Jurassic Park. Oui, Jurassic Park. Jurassic Park, tout le monde l'a vu, il y a des dinosaures. Mais vous savez quoi? Regardez pas le film de Spielberg, lisez le bouquin de Michael Crichton. Ça se lit assez facilement, ça se lit comme on lit Da Vinci Code. Les dinosaures, les amis, c'est juste un produit d'appel comme en supermarché. Pour vous raconter quoi? La théorie du chaos. Pour vous raconter ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Dans le film, rappelez-vous, il est là aussi dans le film, il y a un chaoticien. Il se l'est joué par Jeff Goldblum. Il est tout en noir, il s'appelle Ian Malcolm. Et il dit au directeur du parc, je ne sais pas quand votre parc va s'effondrer, je ne sais pas comment il va s'effondrer, mais je suis certain qu'il va s'effondrer. Le directeur du parc lui répond, t'es un charlot. Tu reconnais que tu ne sais pas comment ça va s'effondrer ni quand, et tu prétends que ça va s'effondrer quand même. Mais mon parc, il est super sécurisé. Il n'y a pas un pet de dinosaure qui échappe à mes caméras, à mes senseurs, à mes détecteurs, etc. Tout Jurassic Park, c'est démontré que le directeur du parc a tort et que le théoricien du chaos a raison. Rappelez-vous, il y a un battement d'aile de papillon, c'est le directeur informatique qui trahit à un moment, il veut couper le système, peu importe. Et ça, il y a un effet papillon qui déclenche quoi? Une bifurcation, tout explose, toutes les barrières du parc explosent, comme le mur de Berlin. Et à la fin, les dinosaures carnivores mangent les herbivores. On a retrouvé un état d'équilibre, celui du Jurassique. Voyez, c'est ça Jurassic Park. Eh bien, qu'est-ce que dit le mathématicien à la fin? Pas dans le film, dans le livre. Il dit une phrase qui est très très forte, mais qui n'est pas forcément compréhensible quand on l'entend la première fois. Il faudra avoir le courage de faire face à ce que les mathématiques nous enseignent. Il faudra avoir le courage de faire face à ce que les mathématiques nous enseignent. Les mathématiques nous enseignent quoi? Que le monde de demain sera beaucoup plus volatile que le monde d'aujourd'hui, qui est déjà beaucoup plus volatile que le monde d'hier. C'est une certitude scientifique absolue. Pourquoi? Quand il y a beaucoup de variables en interaction, les effets papillons s'appliquent beaucoup plus. Donc la seule certitude scientifique, c'est que le monde de demain sera beaucoup plus volatile que le monde d'aujourd'hui et que donc les idées de théorie du chaos, d'effets papillons, de bifurcation s'appliqueront. Donc la première solution, pour répondre à la question de Jean-François, c'est un changement d'état d'esprit. Nous devons apprendre. J'ai un ami qui est une fortune 500 français, il s'appelle Dominique Louis. Il a commencé tout seul, sans fortune, comme un petit ingénieur. Aujourd'hui, il gère le groupe Assystem, c'est 12 000 ingénieurs. Il est passé de 300 personnes à 12 000. Je l'ai accompagné pendant 25 ans, je l'ai vu comment il fonctionne. Il disait, voilà, moi, quand j'ai commencé à diriger une boîte, c'était la crise. Et depuis, toujours la crise. Depuis 73, c'est la crise. Il y a des gens qui sont nés, depuis qu'ils sont nés, ils sont dans la crise, d'accord? Il dit, voilà, on se dit, voilà, on est dans la crise, on a de l'eau jusque-là, mais demain, on va sortir, on va pouvoir manager, on va retrouver l'eau uniquement au niveau des chaussures, vous voyez? Eh bien, il dit non, il faut apprendre à manager avec de l'eau jusque-là. Parce que le monde a changé. La nature du monde autour de nous a changé. C'est ça qu'il faut d'abord comprendre si on veut survivre au monde de demain. Donc, ça paraît très théorique, mais c'est la première chose, comprendre justement ces idées de volatilité, de théorie du chaos. Tiens, un bouquin important là-dessus, c'est Le Signe Noir de Nassim Taleb, La puissance de l'imprévisible. Ce gars a fait gagner récemment, c'est un trader repenti, mais il est trader quand même, il a fait gagner en octobre $1 milliard en une journée. Je dis bien $1 milliard en une journée à une entreprise. Pourquoi? Il a fait un fonds d'investissement qui se fout totalement si la bourse monte ou baisse. Ça gagne de l'argent si la bourse est volatile, ça perd de l'argent si la bourse est stable. Donc, il a gagné $1 milliard en une journée. Parce que justement, la maître mot de demain, c'est volatilité. Donc premièrement, une attitude d'état d'esprit qui comprenne la volatilité du monde, qui comprenne que les outils classiques ne sont plus effectivement des outils adaptés au monde de demain. Ensuite, je conclurai avec cette phrase de Steve Jobs, vous savez, quand il dit dans ce fameux discours de Stanford que je vous conseille de regarder si vous êtes un peu déprimé de temps en temps, ça fait partie des choses qui vous rendent optimiste, be optimiste, think positive, etc. Regardez, et il termine par cette phrase « Soyez fous, soyez insatiables ». Mais moi, je vais l'interpréter différemment de lui. En fait,
Quand il dit soyez fou, moi j'envisage par soyez fou, envisagez l'inenvisageable. Aujourd'hui, vous avez un boulot dans l'immobilier, etc. Mais vous faites du trekking en Bolivie. Vous allez découvrir une nouvelle plante en Bolivie. Vous allez faire un site internet pour la vendre. Le quinoa, c'est trop tard. Tout le monde bouffe du quinoa aujourd'hui, mais je pense au quinoa. Bon, ceux qui ont découvert le quinoa, les premiers, et personne mangeait du quinoa il y a encore 5 ans. Hein. Aujourd'hui, il y en a partout. Bon, donc, vous faites pas de trekking en Bolivie. Vous avez une épouse indienne et vous allez faire un site pour vendre les médicaments ayurvédiques indiens. Ça se fait pas encore. Tiens, enfin, et vous allez faire fortune avec ça. Vous avez un don pour la chanson, vous allez faire comme Kamini, vous savez, Kamini qui est né dans un petit village, là, qui a fait un super clip génial, qui est passé sur toutes les télés, on a même paru dans le New York Times, ça s'appelle Marly Gaumont, hein, je suis pas de Paris, mais de Marly Gaumont, je suis pas de Paname, mais le beat est bon, enfin, je suis très mauvais pour la chanson, donc moi je peux pas faire ça. Alors si vous n'êtes pas bon pour la chanson, si vous n'êtes pas de trekking en Bolivie, que vous n'avez pas d'épouse indienne, vous faites quoi? Vous pouvez faire un truc comme My Major Company, vous faire un site de crowdfunding où vous allez effectivement rassembler de l'argent pour promouvoir les chanteurs que vous aimez. Ouais. Donc il y a plein de solutions, c'est ça que je veux dire, soyez fous. Ça veut dire en fait, pour survivre au tsunami, il faut avoir beaucoup de cordes à son arc. À la fois en termes d'entreprise, c'est mon conseil pour l'entreprise, mais aussi c'est mon conseil pour vous, personnellement. Il faut avoir beaucoup. Ouais. Moi, au début, j'ai commencé comme philosophe des sciences. Aujourd'hui, je suis prospectiviste. Demain, je pourrais être économiste ou sociologue ou autre chose. C'est pour ça que c'est difficile de me présenter, parce que toute ma vie, c'est d'échapper à la standardisation occidentale qui veut que vous soyez ou philosophe, ou sociologue, ou prospectiviste, ou. Non! Moi, je vais être tout ça à la fois. Parce que justement, demain, je ne sais pas ce que je serai. Mais je sais un truc. Demain, je survivrai. Oui. Pourquoi je survivrai? Parce que j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Donc je ne sais pas comment je survivrai, mais je survivrai. J'applique Jurassic Park. Je ne sais pas comment le parc va s'effondrer, mais il va s'effondrer. Je ne sais pas comment je survivrai, mais je survivrai. Et ma prospective, c'est la prospective Jurassic Park. C'est-à-dire, je ne vous dis pas quand un événement va arriver, ni comment. Je vous dis, surveiller les puces RFID, c'est vachement important. Surveiller les imprimantes 3D, c'est vachement important. Surveiller les trucs genre Lockitron, c'est vachement important. Surveiller. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que tout ce que je vous ai dit là sera important. Je fais de la prospective à la Jurassic Park aussi. Voyez ? Donc, soyez fous, c'est ça. Envisagez l'inenvisageable pour vous-même. Mais soyez insatiable, ça veut dire soyez insatiable de connaissances, soyez insatiable de formation. Et c'est là, justement, hein, c'est ici où des think tanks comme ceux que Jean-François et Christian sont en train de créer aujourd'hui, c'est important. Parce qu'il faut toujours être à l'écoute des signaux faibles, toujours être à l'écoute des nouvelles informations. Hein. C'est comme ça que si vous attendez que la vague soit visible à l'horizon, c'est déjà trop tard. Les mecs qui ont vu la vague à l'horizon, ils l'ont pris dans la gueule, voyez. Tandis que si vous êtes capable de détecter la vague parce que vous avez vu tous les animaux en train de se barrer, oulala, les animaux se barrent, oulala, oui, je me barre aussi, voyez. Ces gens-là, ils ont survécu. C'est là, on ne parle pas des animaux, évidemment, ni du tsunami, mais on parle de DeskShare, on parle de Storefront, on parle de Lockitron, on parle des puces RFID, on parle de tout ça. Donc, il faut toujours être insatiable de connaissances, d'ouverture, d'imagination, de recherche d'informations. Et c'est comme ça que, encore une fois, je dis, je ne sais pas comment vous survivrez, mais je sais que vous survivrez si vous êtes dans cet état d'esprit. Merci.